Entretien reçoit une fois de plus M. Dieudonné Moïse pour parler du phénomène base Bilanga au poste frontalier de Kasumbalesa. L'actualité a beaucoup évolué ces dernières heures. Finalement, la base Bilanga a été délogée du poste frontalier de Kasumbalesa. Désormais, c'est le drapeau de la République démocratique du Congo qui y flotte. L'actualité, c'est aussi l'an 1 du gouvernement de la coalition. Quel bilan dressé? Est-ce que la coalition a rencontré les attentes de la population? On en parle également. Et enfin, le forum du centre interdiocésain a du mal à décoller un jour après son lancement. Les travaux ont été suspendus. Les organisateurs sont à la recherche du consensus national. Vous le savez, le FCC et les CACH sont les grands absents. Monsieur Dieudonné Moïse, bonjour. Bonjour, madame. Alors, finalement, la base Bilanga a été délogée du poste frontalier de Kasumbalesa. Vous êtes soulagé? Madame, mais ça ne peut être qu'un soulagement. Pas pour moi seul. C'est vrai qu'on m'a vu pendant un temps au front, plaidant pour ce que nous avons vécu à Kasumbalesa. Mais je n'ai pas été seul. J'ai été accompagné par des médias, notamment le vôtre, par certains journalistes et professionnels comme vous. Et je crois que c'est aussi l'occasion de se féliciter tous et de nous encourager pour ces combats que nous avions menés, mais qui a permis à ce que l'autorité de l'État soit rétablie à Kasumbalesa. Vous savez, ce que nous avons connu depuis d'ailleurs plusieurs années, mais qui a été exacerbé depuis quelques mois derniers, aujourd'hui on peut dire que c'est un soulagement, pas simplement pour nous, mais pour le peuple entier, la population de Kasumbalesa et même la population du Haut-Katanga. Donc ce qui est arrivé devait arriver nécessairement. Il a fallu qu'on agite la sonnette d'alarme, notamment sur la qualité de ce qui opérait dans cet espace neutre qu'on appelle Bilanga. Au départ, c'était un peu de la cacophonie. Les gens ne savaient pas quelle était l'identité de ce qui opérait. À un certain moment, quand nous avons dit qu'il s'est proclamé d'un parti politique au pouvoir, mais certains ont pensé que c'était de la manœuvre, peut-être de certains politiques ou de certains autochtones, mais finalement on s'est rendu compte que réellement il s'agissait des partisans d'un membre, des partisans plutôt d'un parti politique. Pourtant, on a suivi le secrétaire général de l'UDPS, M. Kabouya, sous les antennes de la radio-télévision nationale. Il a nié ça. Il dit qu'il ne connaissait pas ce genre-là comme étant de l'UDPS. Bon, vous savez, sur place, il y a un autre son de cloche. Et d'ailleurs, nous n'avons pas simplement suivi le secrétaire général, dont moi, personnellement, j'ai apprécié le courage. Mais nous avons également suivi la personne elle-même qui était concernée, M. Isaac Tshisekedi Tshilombo. Mais aussi, nous avions suivi le président de l'UDPS à Lubumbashi, M. Bruno Chibango, que je connais bien également, qui a confirmé que M. Isaac Tshisekedi était président sectionnaire de Kasumbalesa, puisque Kasumbalesa était jusque-là une section. Il a confirmé. Donc, je ne sais pas ce qu'il faut prendre au sérieux. Est-ce que c'est la déclaration de Kinshasa ou de Lubumbashi qui gère directement Kasumbalesa? Mais c'est le secrétaire général qui est la voix autorisée, qui est la bouche officielle. Oui, mais je crois que dans l'organisation, il faut voir aussi la proximité. Celui qui est à Lubumbashi, qui est reconnu comme président du Haut-Katanga, je crois qu'on l'appelle président interfédéral, celui-là, il reconnaît que Tshisekedi est le président sectionnaire, pas fédéral. Oui, Tshisekedi, il peut être président sectionnaire, mais ce qu'il fait, est-ce que ça engage directement le parti? Ok, là je crois que c'est une autre question. Oui. Et il est vrai que le secrétaire général au niveau de Kinshasa peut dire que ce qu'il fait n'engage pas le parti. Je crois que c'est une position convenable. Je ne pense pas que le parti puisse se retrouver dans ces pratiques menées par M. Tshisekedi et sa bande. Non, tout à fait normal. Je crois qu'il s'agissait d'un responsable du parti politique, bien sûr, local, mais qui avait un groupe de gens peut-être qui
qui cherchaient à comment survivre. Et alors pour ça, ils ont trouvé que c'était la voie indiquée. Mais je ne pense pas que le parti entier y trouvait son compte. Non, le parti ne peut pas y trouver son compte. Donc, d'ailleurs, vous avez suivi la réaction de M. Tchouaka avec sa bande. C'est que lorsqu'on interdit que ce que vous faites n'est pas normal, il réclame à la hiérarchie de démissionner. C'est de l'anarchie, ça ne peut pas se comprendre. Hein, donc, bon, même si un temps comme ça, dans certains partis politiques, on a dit qu'il faut écouter la base. En Lingala, Yoka base. Mais à un certain moment, nous avions toujours dit qu'il ne faut pas toujours écouter la base, puisqu'en principe, dans un parti politique, il doit y avoir un leadership. Et le leadership, comme le mot le dit, c'est anglais, c'est-à-dire to lead, c'est-à-dire guider. Celui qui a le leadership, il doit guider. Donc si la base commence à guider le leadership, alors il faut inverser les choses. Ce n'est plus le chef qui a le leadership, c'est maintenant la base. Je crois que c'est une leçon que l'on donne à certains partis politiques pour comprendre que, au-delà de ce que nous devons faire comme responsables politiques, c'est-à-dire savoir tracer le chemin pour nos bases respectives, mais aussi que l'on sache que la base a besoin aussi d'être guidée et éclairée. Et si la base est éclairée, je crois que ce qui arrive ne peut pas toujours arriver. Donc nous sommes dans une situation où les FARDC ont agi. Nous avons suivi tous les feuilletons. Et aujourd'hui, ici, ce sont les FARDC qui sont sur ce lieu-là, que l'on a appelé Bilanga. Mais je crois qu'au-delà de la solution que l'on vient de trouver maintenant, il y a lieu de s'interroger si cette solution est durable, voilà, ou bien c'est une solution éphémère. Vous avez anticipé sur la question que je voulais poser. Alors, mais ça a quand même pris du temps hein, que le gouvernement puisse intervenir et asseoir son autorité. Mais bon, ça a été quand même fait, même si c'est tard. Alors, que faire pour que pareille situation ne se reproduise plus? C'est la question que tout le monde doit se poser, puisque ce phénomène, comme nous l'avions dit autrefois dans le premier numéro, toujours dans ce studio, c'est qu'il était vieux, c'est un phénomène très vieux, mais peut-être qu'il y avait une autre physionomie à son temps, et que dernièrement, ça a été une récupération de membres d'un parti politique. Et comme vous savez, un parti qui est au pouvoir n'est pas n'importe lequel. Il y a toujours un regard respectueux que l'on dirige vers ses membres. Alors, je crois que ce qui arrive maintenant doit nous interroger tous pour dire tous ces gens qui ont vécu à travers le phénomène Bilanga, qui n'y sont plus aujourd'hui. Nous pensions qu'avec l'intervention des FARDC, certains membres devaient être interpellés, mais à notre connaissance, il semble qu'il n'y a personne qui a été arrêté. Bon, s'il y a eu des gens qui ont été arrêtés, mais l'auteur principal, M. Tchouaka, n'a pas été arrêté. On dit qu'il est en fuite. Donc ça veut dire que lorsque l'on n'a pas trouvé de solution pour l'auteur principal, c'est des solutions qui pourraient être éphémères pour un temps. Donc il faut penser à ce que ça puisse être durable. Bon, est-ce que demain ils peuvent récidiver, revenir sous une autre forme? Parce qu'il faut dire que c'est maintenant un chômage aussi pour oui, il y a tout ça, il y a tout ça. C'est ce que j'ai dit, ce sont des gens qui ont vécu pendant longtemps grâce à ce phénomène-là. Et lorsqu'on a vécu pendant longtemps comme ça, on peut chasser le naturel, il revient au galop. Mais aussi, il faut dire que ceux qui sont là sont les forces de l'ordre. Ce phénomène Bilanga dont on a parlé, qui a existé longtemps, n'a pas simplement existé avec les civils. Il faut dire ça clairement. À un certain moment, c'était les forces de l'ordre, eux aussi, qui opéraient dans le même sens. Donc aujourd'hui, si ce sont les FARDC qui sont là, est-ce qu'ils ne peuvent pas un jour être tentés, s'ils perdurent, ils y restent longtemps, ils ne peuvent pas être tentés par ces importateurs et exportateurs pour dire « aidez-nous à passer par le même chemin frauduleux, hein, on va vous donner ceci, on va... Hein. » Il y a toujours ça, cette tentative ou toutes ces tentations peuvent amener à ce que le phénomène puisse ressurgir peut-être sous une autre forme. Et je crois que c'est ça qu'il faut craindre. Il faut alerter les autorités, tant nationales que locales, donc provinciales, pour qu'on trouve vraiment des mécanismes pour que ce phénomène ne puisse pas réapparaître. D'autres pensent même qu'il faudrait peut-être qu'on installe les services étatiques à cet endroit-là. Bon, ça va être peut-être difficile puisqu'il y a une frontière légale, officielle, où il y a déjà tous les services qui sont là. Bon, j'ai entendu nos amis qui opéraient dans ces bilangas dire que non, ils n'ont pas de faute. Et la faute pourrait incomber à ceux qui sont commis à la frontière. Nous parlons de ces services qui sont connus. En principe, il doit y avoir 4
mais je ne sais pas combien opère exactement cette frontière. Mais s'il y a une léthargie à ce niveau-là, ça peut faire qu'il puisse y avoir coulage des recettes et même évasion des recettes. C'est-à-dire les gens ne viennent plus chez vous puisque vous les accueillez mal, vous ne rendez pas le service qu'il faut de manière convenable et ils peuvent trouver des raccourcis. Là, je crois qu'il faut que ces services qui sont à la frontière soient aussi sensibilisés pour qu'ils rendent le service que l'on attend d'eux. Mais je pense que à cet endroit-là que l'on appelle Bilanga, au lieu de mettre des services officiels, puisqu'on n'en aura pas deux à la frontière parallèle, mais je crois qu'il faut même aller au-delà, comme nous disons, c'est un phénomène têtu, entre guillemets, c'est-à-dire qui a existé depuis longtemps et qui ne semble pas accepter d'être éradiqué. Je crois qu'il faut penser soit à construire même peut-être des murs, des murailles, pour empêcher à ce que les gens ne puissent être tentés de le faire, puisqu'en principe, ils le font toujours à côté de la frontière légale. Mais si on peut construire des murs, par exemple, de part et d'autre de la frontière, et d'une distance ou d'une longueur d'environ 5 ou 6 km, même entre 5 et 10 km, je crois que les gens n'iront pas au-delà de ça, puisque ça devient trop long. Et ça peut peut-être limiter les élans de certains et comprendre qu'il faut que tout soit canalisé. Ok, alors on a suivi le gouvernement qui promet des sanctions contre toutes personnes qui seraient impliquées dans ces phénomènes. D'après vous, quelle peut être la nature de ces sanctions-là? Bon, parler de sanctions, nous sommes d'accord. Il faut que l'on arrive à sanctionner, puisque l'État a perdu beaucoup à travers ce phénomène. Le trésor public a été saigné et beaucoup de recettes ont été empêchées d'entrer dans ce trésor. Donc, si aujourd'hui on peut dire qu'il faut sanctionner, moi je suis d'avis. Il faut qu'on mette fin à ce règne de l'impunité. Il faut que tous ceux qui marchent contre la loi se retrouvent réellement en conflit avec cette loi. C'est-à-dire qu'il faut savoir sévir les mauvais comportements des citoyens. Et bon, mais le problème maintenant, c'est ce que nous nous demandons. Nous l'avons dit tout à l'heure, l'auteur principal est dans la nature. Bon, maintenant, s'il faut sévir, il faut sanctionner. Bon, est-ce que les co-auteurs ont été appréhendés? Je crois qu'il faut aussi qu'on se demande si les co-auteurs ont été appréhendés. Mais s'il y a des personnes qui sont aujourd'hui entre les mains des services de sécurité, qu'ils soient auteurs ou co-auteurs, il faut nécessairement sévir. Ça serait exemplaire pour beaucoup de gens qui seraient tentés d'héréditer le même exploit. Puisque ce phénomène-là, je vous dis sincèrement, il a causé énormément de tort au trésor public depuis plusieurs années. Même si nous disons que dernièrement ça a été amplifié, et curieusement par ceux qui doivent aider le pouvoir à avoir les moyens de sa politique. Mais je crois qu'il faut vraiment que l'on envisage des mesures très concrètes pour mettre définitivement fin à ce phénomène. Voilà, on parle de ce deuxième sujet, l'un du gouvernement de la coalition FCC-CAF, c'était exactement le 26 août 2019. Quel bilan vous faites de cette coalition? Madame, je suis du FCC, je suis de la coalition, puisque ma plateforme est dans la coalition avec le CAF. Bien sûr. Je peux avoir une lecture en tant que membre du FCC, communicateur, mais je peux aussi avoir une lecture personnelle, en tant qu'analyste politique, en tant qu'acteur politique. Laissez-moi vous dire qu'il s'agit d'un bilan mitigé. Bon, tout n'a pas été fait selon les attentes de la population. Il faut savoir dire les choses clairement. Beaucoup n'a pas été. Bon, c'est un problème. Je crois que là, il y a un peu de la subjectivité aussi. Qu'est-ce qui a été fait, c'est beaucoup. Est-ce que ce qui n'a pas été fait, c'est beaucoup. Mais je pense qu'il y a certaines choses qui ont été faites. Certaines choses qui ont été faites, mais il y a encore certaines choses qui restent à faire. Vous savez, tout dépend du contexte dans lequel nous nous sommes retrouvés. Nous l'avons dit à maintes reprises d'abord qu'il s'agissait d'une expérience inédite, de nous retrouver dans une coalition où vous avez deux forces politiques importantes, notamment le CAF et le FCC, mais aussi une expérience que nous n'avons pas tellement vécue dans ce pays, même si vers les années 60, avec les Kasavubu et Lumumba, nous avons vécu une sorte de coalition.
Mais cette expérience, elle est sérieuse, puisque vous avez une coalition où vous avez 2 responsables politiques importants, avec un ancien président qui dirige une famille politique importante. Je parle de Joseph Kabila, le Raïfi, qui dirige le FCC comme autorité morale, mais vous avez également l'actuel président de la République, Félix Tshisekedi, qui dirige le CACH. Et cette cohabitation-là n'est pas toujours facile. Vous avez un ancien président qui dirige une famille et un actuel président qui dirige une autre famille. Là, c'est la lecture d'un communicateur du FCC ou d'un analyste politique? Oui, j'ai mis un peu les deux ensemble. Je mets les deux ensemble. Je crois que même comme communicateur du FCC, ça ne dérange pas que l'on puisse dire des choses qui existent. Je crois que jusque-là, il n'y a pas un commentaire, il y a une narration des faits tels qu'ils existent. Vous avez des forces politiques importantes en présence, chaque force pilotée par une autorité importante. De l'autre côté, vous avez un ancien président, de l'autre côté, vous avez l'actuel président de la République. Bon, vous savez, dans ces conditions-là, il faut accepter que par moment, il peut y avoir des frottements. Et ça, nous l'avons vécu depuis un temps, depuis 2019, je crois immédiatement après la prestation de serment. Les jours n'ont pas été heureux pour la coalition. À un certain moment, il y a eu des secousses, mais j'ai aimé les propos de l'actuel président de la République lorsqu'il était à Brazzaville pour dire que ce sont des choses qui arrivent dans toute famille politique. Surtout que nous sommes dans une nouvelle expérience. Nous ne sommes pas habitués à cette nouvelle expérience, et d'ailleurs depuis la démocratisation de ce pays. Donc il faut comprendre que par moment nous puissions diverger, mais ce ne sont pas ces secousses qui devront nous amener à la rupture, non. Puisque les 2 chefs, Joseph Kabila et Félix Tshisekedi, lorsqu'ils avaient accepté d'être en coalition, de coaliser leurs forces pour les biens de ce pays, c'est puisqu'ils avaient imaginé que le salut passait par là. Et moi, j'ai toujours dit, comme communicateur du FCC ou comme analyste politique, que madame, l'opinion doit savoir que le salut pour la paix dans ce pays et pour la stabilité de nos institutions n'est pas que par cette coalition. Il y a d'autres qui, je dirais, qui s'amusent, s'il faut le dire comme ça, à penser qu'au-delà de la coalition, on peut avoir autre chose, notamment la cohabitation. Mais ils ne savent pas ce que peut donner une cohabitation. Puisqu'en principe, une cohabitation, ça se prononce bien comme terme, mais il faut avoir l'impact de ce terme-là. C'est-à-dire, dans une cohabitation, vous êtes ensemble, vous êtes dans les institutions ensemble, mais conformément à notre constitution, où la forme de l'État est semi-présidentielle. Nous sommes dans un État semi-présidentiel. C'est-à-dire, vous séparez l'institution président de la République de l'institution Parlement. Et comme actuellement le FCC est majoritaire au niveau du Parlement et que le CACH est présent au niveau de la présidence de la République, c'est-à-dire, conformément à la Constitution, nous devons vivre la réalité de cette cohabitation, pour ceux qui pensent qu'il faut une cohabitation. Donc il faut que le Premier ministre puisse venir de la majorité parlementaire, le CACH n'est pas concerné dans le cas d'une cohabitation. Il faut que le gouvernement soit formé par le Premier ministre dans la majorité parlementaire, conformément aux équilibres des forces au niveau du Parlement. Le CACH n'est pas concerné, c'est l'affaire du FCC, et ça peut se prolonger jusque dans la diplomatie, jusque dans les entreprises, les mandataires publics, ainsi de suite. Mais est-ce que cette façon de vivre-là pourrait amener la paix dans ce pays? Voir le président de la République qui a gagné les élections, ou qui a gagné l'élection présidentielle, être accompagné par des partisans, des gens qui sont avec lui, qui l'ont accompagné dans ses combats pour l'élection présidentielle, croiser les bras puisqu'il ne se retrouve nulle part. Et on voit le Félix Tshisekedi seul être président de la République, même s'il peut prendre quelques conseillers. Mais si dans toutes les autres institutions, ils ne sont pas présents, je crois que ça va nous amener plus de secousses que ce que nous vivons. C'est pour cela que nous avons prêché pour la coalition et nous pensons que la paix dans ce pays passe par ça. Vous avez prêché pour la coalition, oui, dans les paroles, mais dans les faits, c'est autre chose. À la veille de la passation du pouvoir, le président Kabila parlait d'une coalition des progressistes. Alors, au regard du décor planté, on a l'impression que même vous, FCC, vous n'avez pas vraiment compris le message du président Kabila.
Bon, ce que vous dites peut paraître vrai, madame. Nous avons passé beaucoup de temps à nous chamailler au lieu de répondre aux préoccupations de la population. Bon, chez nous, FCC, vous pouvez penser qu'il peut y avoir des gens qui n'ont pas compris le message du président Joseph Kabila, l'ancien président. Et je peux vous dire qu'il peut y en avoir, puisque il faut d'ailleurs, c'est une occasion pour le dire ouvertement, qu'à toutes les rencontres où l'ancien président de la République, le Raïssi Joseph Kabila, a eu avec ses lieutenants, et il n'a pas hésité de le dire à tout moment qu'il n'était plus président de la République. Et que c'est Félix Tshisekedi actuellement qui était président de la République et qu'il fallait que tous les membres du FCC puissent collaborer avec l'actuel président de la République. Et je crois que ce message, lorsqu'il passe, comme dans toute famille, tout le monde ne peut pas le considérer de la même manière. Vous savez, il y a aussi ces réflexes anciens. Et les collaborateurs de Joseph Kabila, nombreux, ont été avec lui depuis 2006, avec le premier mandat jusqu'en 2011. Certains sont restés après 2011 jusqu'en 2018. Et vous comprenez qu'après plus de 12 ans, on a été avec un chef, on s'est comporté comme responsable politique sans partage. Et qu'aujourd'hui, qu'on vous dise, attention, nous n'avons plus les mêmes privilèges, puisque nous avons une coalition avec des partenaires politiques à côté. Donc notre marge de manœuvre se voit réduite et qu'il faut à tout moment comprendre que nous ne sommes plus seuls, nous sommes avec les autres. Cet aspect-là ne passe pas facilement dans le chef de tous les politiques. Vous êtes réputé une plateforme de disciplinés. Oui, nous sommes disciplinés, certes, mais je vous dis qu'il peut y avoir des cas rares où il peut y avoir des personnes, des politiques, qui pensent que, comme je vous le dis, c'est un peu comme par réflexe. À un certain moment, on oublie que nous sommes dans une coalition et on pense que nous sommes à la période de 2006-2018. Alors que les choses ont changé aujourd'hui, il faut comprendre que nous sommes dans une coalition et nous n'avons plus la même parcelle de pouvoir. Donc tout est effrité et puis il y a cette façon de penser qu'à côté de nous, il y a un partenaire qui lui aussi voudrait avoir une certaine parcelle de pouvoir. Je crois que c'est un peu ça. Mais sinon, pour ce qui concerne la discipline, nous restons disciplinés, à part quelques cas, peut-être qu'ils peuvent être rares, mais nous pensons que la même discipline devait être du côté aussi du partenaire politique. Puisque vous fustigez peut-être qu'il ne peut pas y avoir une discipline convenable au niveau du FCC, mais est-ce que vous êtes déjà interrogé pour savoir si au niveau du cache de partenaires politiques, il y a la même discipline? Moi, je ne pense pas. Je crois que c'est un peu de ce côté-là où il y a eu beaucoup de provocations. Puisque comme vous le savez... En face, on vous dira aussi les contraires. Hein? Oui, là, je parle comme communicateur du FCC. On a vu Henri Magie proférer, tenir des propos je parle comme communicateur du FCC, mais je crois qu'il ne faut pas beaucoup plus s'en tenir à des réactions. Il faut s'en tenir plus à des actions qui ont commencé. Puisque chaque fois que quelqu'un a posé un acte, il doit savoir qu'en politique, tout ne se passe pas comme ça. Il doit y avoir quelque part une réaction. Est-ce qu'il n'y a pas eu un acte en amont qui a appelé en aval un autre acte? Je crois que c'est un peu ça. Et maintenant, si on jette un regard simplement sur ce qui s'est passé après, on risque de passer à côté de la plaque. Donc il faut comprendre que beaucoup de gens du FCC qui ont agi un peu comme, entre guillemets, en légitime défense. C'est-à-dire, ils se sont vus provoquer, c'est ce que je disais. Lorsque j'ai dit qu'on a été provoqué, je n'ai pas dit qu'il n'y a pas eu d'action au niveau du FCC, non. Lorsqu'il y a eu une provocation, il y a des gens qui pensent que la provocation ne peut pas passer et qu'il faut réagir. Je crois que c'est un peu ça. Et ce qui est important pour que nous puissions mener cette coalition jusqu'au bout, c'est de comprendre que nous sommes dans une coalition et chacun a sa marge de manœuvre. Et c'est connu de tous que dans cette famille-là, la majorité, puisque la majorité se mesure par le nombre de députés, la majorité est du côté du FCC. Donc, qui dit majorité... Et c'est au nom de cette majorité-là que vous brimez votre partenaire. Non, on ne peut pas le brimer. C'est-à-dire qu'on demande aussi aux partenaires de comprendre que nous sommes majoritaires. Et par le fait que nous sommes majoritaires, nous tenons à avoir une large parcelle de pouvoir. C'est peut-être un peu ça. Hein, vous comprenez, même dans une famille, lorsqu'on vous dit que dans une famille, le chef de la famille, c'est le papa. Donc, la maman qui n'intériorise pas cet aspect-là, aura toujours des problèmes à vivre avec son mari.
C'est-à-dire qu'il faut qu'à un certain moment, les gens comprennent que réellement, aujourd'hui, la majorité du côté du FCC et que le partenaire politique cash n'a pas la majorité. Et si on se comporte de cette façon-là, je crois qu'on va avoir moins de frictions et nous n'aurons pas beaucoup de problèmes. Nous aurons aussi des temps suffisants pour nous occuper de la population. Mais lorsque l'on ne pense vous pas occupez comme ça, de la population, mais les temps passent. Oui, le temps passe. C'est pas votre allié, hein, oui, les temps. Le temps n'est pas notre allié. Et d'ailleurs, je vous informe qu'à l'occasion de ce 1 an, on a promené notre micro dans la capitale, mais les bilans pour la population, et vraiment, vous êtes à côté de la plaque. Vous avez passé tout votre temps à vous chamailler, vous êtes concentré sur ce qui était accessoire et vous avez laissé de côté ce qui était essentiel. Alors aujourd'hui, il ne vous reste plus que 2 ans et demi, si les calculs sont exacts. Alors comment vous comptez capitaliser les temps qui restent? Nous avons l'obligation politique de capitaliser le temps qui nous reste. Il est vrai, comme vous le dites, que la population n'a pas vu son compte réalisé pendant ce temps, puisqu'on a passé beaucoup de temps à se chamailler. Et comme vous savez, on ne peut pas gérer la population lorsqu'on n'a pas de parcelle de pouvoir. Et pendant tout ce temps, j'ai eu l'impression que nous nous sommes beaucoup plus disputés sur les institutions. Vous savez, ça doit être aussi intériorisé dans l'opinion et surtout dans le chef de notre partenaire. Nous sommes majoritaires au Parlement, mais ce Parlement n'est pas au service de Joseph Kabila. Ça doit être dit clairement. Joseph Kabila l'avait déjà dit, cette majorité parlementaire est au service du président de la République. Entre guillemets. Lorsque je le dis comme ça, ça veut dire que c'est une majorité qui doit composer avec le président, qui doit l'accompagner dans tout son programme ou dans la réalisation de son programme. Mais il s'est fait que dans l'opinion, on a voulu monter l'institution président de la République contre l'institution Parlement. Vous savez, les députés comme les sénateurs qui sont là, moi je ne voudrais pas qu'on fasse une polémique sur la manière dont ils ont été élus. Nous avons tous des choses à dire par rapport à l'élection de tout un chacun. Mais nous pensons que lorsqu'il y a eu des élections et il y a eu publication des résultats au niveau de la centrale électorale comme au niveau de la Cour constitutionnelle, nous devons être des légalistes et des démocrates. Nous devons nous incliner. Et je crois que nous nous sommes inclinés chez nous au FCC et nous pensons que ce Parlement-là, c'est le Parlement de la République démocratique du Congo, c'est le Parlement qui doit accompagner l'institution président de la République. Je l'ai dit tout à l'heure, notre constitution détermine un État semi-présidentiel. Et lorsque vous avez la forme de l'État semi-présidentiel, le président de la République n'a pas tout le pouvoir et le Parlement également n'a pas tout le pouvoir. Donc le pouvoir est partagé entre ces deux institutions importantes. Mais lorsque vous entendez des gens dire il faut dissoudre telle institution ne va pas, on doit violer les installations de telle institution, je crois que si ça doit se faire tous les jours. Peut-être aussi les relations qu'il y a entre les deux institutions, comme vous l'avez dit. Oui, ce sont on a suivi la présidente de l'Assemblée nationale critiquer le chef de l'État qui émettait un point de vue sur certains articles de la Constitution. Ça dérange aussi de l'autre côté. Je ne voudrais pas revenir dans les détails sur un débat qui nous semble être déjà clos. Je crois que ça s'était déjà passé. À son temps, nous avions dit quelque chose sur ça, mais nous n'allons plus revenir sur ça. Donc on en parle parce qu'on évoque les relations qui sont tumultueuses. Effectivement, nous parlons du bilan d'une année. Mais comme nous le disons aujourd'hui, je crois, je l'ai dit tout à l'heure, il ne faut pas qu'on s'intéresse simplement aux réactions. Il faut s'intéresser aussi aux actions. Lorsque vous évoquez le cas... Là, je vais vous arrêter, excusez-moi. Quand on voit le président du Sénat passer sur une des radios périphériques, critiquer la décision du chef de l'État, ça c'est une réaction ou c'est une action? Je vais vous répondre. Je crois que vous n'allez plus m'interrompre. Que ce soit le président du Sénat ou la présidente de l'Assemblée nationale, les deux, moi, je les avais suivis convenablement. Et que ce soit sur la chaîne périphérique ou sur d'autres chaînes, je les avais suivis religieusement. Je crois qu'il y a eu aussi beaucoup de malentendus. Lorsque vous évoquez le cas, par exemple, du président du Sénat, moi je l'avais suivi. Il n'y avait pas quelque chose de plus grave, puisqu'il avait reconnu que la décision était une décision convenable et qu'il fallait simplement amener de la forme à cette décision. Je crois qu'il y avait simplement un problème de forme, mais sur le fond, Tambo Mwamba n'avait jamais dit non à cette mesure du chef de l'État.
Mais pour lui, il voulait que l'on rentre à la Constitution, que l'on habille la décision et qu'on donne à cette décision la forme convenable qui puisse répondre aux lois du pays et à la Constitution du pays. Je crois que c'était ça son problème. Et je ne pense pas que ce soit une gravité pour croire que c'était des critiques formulées à l'endroit de l'institution présidente de la République. Lorsque vous évoquez le cas de Madame la Présidente de l'Assemblée nationale, moi-même aussi j'avais suivi. Je crois que c'était une réaction à une déclaration qui avait été faite en dehors du pays par le Président de la République. Et c'est son institution qui était concernée, puisque je vous ai parlé de la dissolution de certaines institutions. C'est l'institution Parlement qui a été concernée, et je crois que c'est aussi une précision qu'il faut donner à l'opinion, que la Constitution n'autorise pas au chef de l'État de dissoudre le Sénat. Mais la Constitution permet au chef de l'État de dissoudre l'Assemblée nationale. Donc c'est pour cela qu'il y a eu une réaction prompte du numéro 1 de l'Assemblée nationale, c'est-à-dire le premier des députés nationaux, qui pense qu'il faut rectifier les choses pour que le président ne soit pas conduit en erreur. Je crois que c'était ça simplement, pour dire que, bon, bien sûr qu'on demande au chef de l'État s'il peut dissoudre l'Assemblée nationale. C'était une demande d'ailleurs faite par une frange de nos compatriotes congolais, de la diaspora, et le président de la République disait qu'il pouvait y accéder s'il y a toujours des tentatives de vouloir le bloquer. Mais au même moment, nous nous rappelons que le chef de l'État a toujours dit qu'il n'a jamais été bloqué, il a toujours eu de main libre pour agir et conduire la politique de la nation telle qu'il l'entendait. Mais lorsque vous entendez la présidente de l'Assemblée nationale vous dire il est bien prescrit dans la Constitution que le président de la République peut dissoudre l'Assemblée nationale, mais ce n'est pas dans n'importe quelle condition. C'est suivant telle condition, telle condition, telle condition. Et agir autrement, ça pourrait être une violation de cette Constitution. Mais où est-ce qu'il y a une provocation là-dedans? Où est-ce qu'il y a des critiques là-dedans? Puisque nous connaissons bien sûr, nous tous, que selon la Constitution, il faut dissoudre l'Assemblée nationale par le président de la République s'il y a une crise persistante entre le gouvernement d'un côté et l'Assemblée nationale de l'autre côté. Je crois que c'était cette précision-là que Madame la Présidente avait tenté de donner à l'opinion pour que les gens ne comprennent pas que le président peut se réveiller un jour comme il veut, comme il entend, sans aucun préalable et dissoudre l'Assemblée nationale. D'ailleurs, il est même prévu des consultations préalables. Il faut consulter le Premier ministre, il faut consulter les deux présidents de deux chambres du Parlement avant de pouvoir prononcer cette décision. C'est simplement ce rappel, une mise au point qui avait énervé certains. Et comme vous le dites, et moi je crois que je l'ai dit tout à l'heure aussi, tout doit se faire avec la volonté politique. Il faut de la bonne foi dans tout ça. Parce que s'il n'y a pas de bonne foi, nous risquons toujours de naviguer comme ça et de ne pas permettre à ce que nous puissions faire l'essentiel qui est attendu par notre population. Donc des choses ont été faites, mais il y a des choses qui restent pour clôturer ce chapitre. Il y a des choses qui restent à faire. Nous avons encore à peu près 2 ans et demi devant nous. Je crois que nous avons encore la possibilité de nous amender et de faire mieux. C'est aussi possible. Mais je crois même 3 ans et demi, 3 ans et demi maintenant, puisque nous avons fait une année, presque une année. Et si je prends la partie avant le gouvernement, vous avez une année et demie, mais il nous reste encore quelque chose comme 3 ans et demi. Je crois que ça peut nous permettre à ce que nous puissions nous amender, mais il faut aussi voir les conditions dans lesquelles ce gouvernement Ilunga Ilunkamba a été investi. Un gouvernement qui vient sur un fond d'un programme que l'on a appelé d'urgence de 100 jours, alors qu'il n'y avait rien d'urgent du tout, je le dis et j'assume, et il n'y avait rien de programme de 100 jours. Et lorsque vous avez un gouvernement qui arrive, qui a un programme défendu devant le Parlement, qui est obligé d'intégrer un tel programme, comme nous l'avons vu, dont l'exécution a été décriée par plus d'une personne, plus d'un Congolais. Donc vous comprenez que les premiers jours ou les premiers mois de ce gouvernement n'ont pas été aisés, puisqu'on a passé tout le temps d'abord à savoir quelle est l'importance de ce programme de 100 jours d'urgence, comment ça a été financé, comment. Est-ce qu'aujourd'hui tout ce qui a été dit comme programme d'urgence est encore d'urgence aujourd'hui? Vous avez par exemple des sautes de moutons dont on a parlé, dont l'exécution a été prévue, je crois, 3 ou 6 mois. Aujourd'hui, nous sommes au-delà d'une année. Donc, il n'y a rien d'urgence en principe. Et sur ce fond-là, le gouvernement ne fonctionne pas toujours facilement.
vous vous rappelez de toutes ces contradictions que nous avons entre les membres du gouvernement, les ministres des Finances, vous vous rappelez de toutes ces contradictions qu'il y a eu entre la présidente de la République, surtout par son directeur de cabinet, avec les membres du gouvernement comme celui des Finances. On a passé tout le temps à se tirailler. Et dans ces conditions-là, il faut avouer que l'on ne peut pas faire mieux, puisqu'on est dans des discussions stériles, alors que le peuple n'attend pas ces discussions. Voilà, on a compris aussi que les erreurs, il y en a de part et d'autre, comme vous l'avez dit. Alors, puisque je vous reçois, vous qui êtes du FCC, pour le FCC aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut reprocher au FCC? Qu'est-ce que vous-même vous reprochez? Et s'il y a des choses à corriger, c'est quoi que vous pouvez corriger et rectifier les tirs? Moi, j'aurais souhaité que vous puissiez nous dire qu'est-ce qui est à corriger, vous qui observez de l'extérieur. Non, mais vous-même aussi, il vous arrive de faire une introspection. Oui, en tant qu'une grande plateforme politique. Nous pouvons faire une autre introspection, mais nous nous rendons compte que... Tout a été parfait de votre côté? Non, pas nécessairement dire que tout a été parfait. Il y a des choses que nous devons corriger. Ben justement, c'est de ça comme que ce que je vous ai dit là, c'est-à-dire ces réflexes de penser que nous sommes seuls, alors que nous avons un partenaire politique important à côté. Je crois que ça peut arriver que par moment, certains membres du FCC puissent penser que nous sommes comme par le passé seuls et que nous pouvons manœuvrer comme nous voulons dans cette parcelle de pouvoir. Alors que nous avons maintenant des limites qui montrent qu'attention, au-delà de ça, ce ne sont plus nous, c'est d'autres personnes maintenant. Mais nous pensons que au FCC, il y a aussi cette jalousie des pensées. Parce que nous sommes en politique, nous ne sommes pas en religion. Même dans la religion, les gens ne se donnent pas tellement de cadeaux. Nous le constatons tous les jours. Nous sommes en politique. Lorsque vous êtes majoritaire, vous avez un poids politique important. Vous n'allez pas accepter quand même qu'on vienne marcher sur vos responsabilités. Je crois qu'il y a aussi cette jalousie-là. Et nous demandons à nos amis cash, nos partenaires, de comprendre aussi qu'à un certain moment, nous sommes jaloux de notre majorité, puisque nous ne l'avons pas eu comme un cadeau. C'est un combat politique pour réaliser ce que nous avons là-bas au Parlement. Par exemple, plus de 300 députés nationaux. Ça n'a pas été un cadeau. Avoir par exemple au niveau du Sénat, sur les 108 ou 109 sénateurs, nous avons à peu près 90, ce n'est pas aussi un cadeau. Je crois que c'est un combat politique que nous avions mené. Nous nous sommes dépensés et physiquement, et moralement, et même matériellement, qu'aujourd'hui ici, quand vous voyez à côté de vous quelqu'un qui n'a pas fourni les mêmes efforts que vous, venir se comporter comme vous, je crois qu'il y a cette jalousie. Il y a cette jalousie. Je crois qu'il faut que nous le tolère aussi. Qu'on comprenne, qu'on nous le concède, qu'on comprenne qu'à un certain moment, nous avons besoin de préserver notre poids politique. Je crois que c'est ça qui manque aussi du côté de nos partenaires, qui, eux, n'ont pas le même poids politique que nous, mais ils pensent qu'ils peuvent se comporter de la même manière. Je crois que c'est ce frottement-là qui fait que, par moment, les choses ne marchent pas bien. Et s'il y a reproché, vous êtes de la presse, les professionnels, d'un talent exemplaire, je crois qu'il faut aussi dire ça à nos amis du cash, qu'ils se contentent de ce qu'ils ont. Ils ont le président de la République dans cette institution et nous ne voulons pas déranger l'institution président de la République. Rappelez-vous que lorsqu'il a nommé son personnel politique, nous n'avons pas demandé au président de la République d'épuiser dans le FCC. Je crois que ça c'est connu. Il a pris dans son cash comme il voulait et il a constitué son cabinet comme il voulait. Aujourd'hui, il y a même des services, des établissements publics qui dépendent directement de la présidence, qui sont créés. Mais nous, au FCC, on n'en fait pas un problème. On pense que ce sont des services qui sont liés, qui dépendent directement du président de la République. Il peut puiser là où il veut. Et il puise jusque-là, vous le constatez. Pas au FCC, il puise dans le cash. Alors, maintenant, lorsque vous allez dans des institutions où l'Assemblée nationale, ou le Sénat, le Parlement en général doit agir, il faut qu'on comprenne que là aussi nous devons agir. Je crois que c'est ça le problème. Merci. Et il faut qu'on laisse chaque institution jouir de ses prérogatives de manière constitutionnelle. Merci M. Dieudonné Moïse. On tend vers la fin de cette émission. On va quand même parler de ce forum qui se tient au Centre Inter de César, un forum sur les réformes électorales qui a ouvert ses portes le 24 août dernier. Mais un jour après le lancement des travaux, ça a été suspendu. Les organisateurs sont à la recherche du consensus national. Vous, le FCC et le CACH, vous êtes les grands absents à ces travaux. Qu'est-ce que vous reprochez à ce forum?
Madame, c'est un forum qui accouche déjà d'une souris. Nous l'avions dit, je crois, dans un numéro sur vos antennes, lorsque ça commençait avec ceux-là que l'on a appelé 13 personnalités ou quoi. Parce qu'en principe, ce forum vient se greffer sur la démarche de ces 13 personnalités. Nous l'avions dit déjà à son temps. Vous voulez dire que les 13 personnalités ont fait le lit de ce forum? Oui, mais c'est comme ça que ça a commencé. C'est comme ça que ça a commencé, puisque tout table sur un même sujet, les réformes électorales. Et à son temps, nous avions eu des mots justes pour le dire qu'il devait y avoir quelque chose qui s'est caché derrière ces 13 personnalités. Et aujourd'hui, je crois que les masques tombent. On comprend que les 13 personnalités n'ont pas manœuvré pour rien, ils n'ont pas fait une démarche inutile. Ils préparaient le lit pour nos amis belges qui sont venus aujourd'hui. Et si on parle d'un forum qui a été financé par la Belgique ou l'Union européenne, bon, il faut maintenant aller très loin pour savoir ceux qui ont préparé ce lit du forum ont eu quoi eux-mêmes aussi. Bon, c'est un peu ça. Donc, aujourd'hui, ça ne nous surprend pas. Je ne pense pas que dans un forum où on veut rechercher un consensus, on doit encore rechercher un consensus même pour les participants. Mais finalement, on recherche le consensus où... Oui, mais parce que ces réformes-là concernent tout le monde. Oui, puisqu'on a dit le forum, c'est pour chercher le consensus sur les réformes électorales. Maintenant, on nous dit encore un jour après que non, on cherche un consensus sur la participation du FCC et du CACH. Non, madame, je crois qu'il faut qu'on soit sérieux, on doit dire des choses clairement. Dans ce pays, il y a eu des élections démocratiques. Dans ce pays, il y a des institutions démocratiques. Et ces institutions gèrent le pays. On ne peut pas aller au-delà de ces institutions. Et dans ce pays, nous devons être des démocrates. Si nous ne voulons pas nous-mêmes nous démocratiser, entre guillemets, c'est-à-dire que nous n'allons pas démocratiser ce pays. Et être démocrate, c'est accepter aussi que les institutions jouent leur rôle. Il y a eu élection dans ce pays. Vous ne pouvez rien faire dans ce pays sur le plan politique si vous n'avez pas l'accord de ceux qui gèrent le pays. Vous n'avez pas l'appui du CACH, vous n'avez pas l'appui du FCC et vous pensez que vous pouvez manœuvrer dans ce pays comme vous voulez, politiquement. Vous ne pouvez pas le faire. Et c'est ça que ce forum est en train de faire. Ce forum s'appuie sur l'opposition, puisque c'est ce que nous avons constaté. Et nous nous demandons, comme autrefois je m'étais interrogé qui est derrière ces 13 personnalités, mais nous nous demandons aussi qui sont derrière même ce forum. Puisque ce forum est un forum pour les réformes électorales. Et lorsque l'on parle des réformes, c'est qu'il y a eu au départ la forme. Et maintenant, on veut réformer ce qui a existé. On veut réformer l'existant. Nous, Congolais, nous avons été capables de mettre en place le fonctionnement de la CENI. Que ce soit au niveau de la Constitution, où vous avez des rubriques importantes qui parlent de l'élection ou de l'organisation des élections, mais vous avez également la loi elle-même qui porte organisation et fonctionnement de la CENI. Nous avons été capables de faire l'existant. Vous pensez que les Congolais sont incapables de donner la forme à ce qui existe déjà? Donner ne fût-ce que la forme. Je crois que c'est celui qui peut le plus, peut le moins. Nous avons déjà des infrastructures, nous avons déjà des structures sur l'organisation des élections. S'il faut y amener des réformes, ça doit se passer dans les institutions. Nous l'avons dit chez nous au FCC, que rien ne peut se faire en informel. Il ne faut pas que l'on soit subtil pour penser que l'on peut ramener le débat démocratique d'une institution vers une organisation informelle. Il faut rester dans l'institution. C'est pour ça que nous avons dit s'il y a des réformes à apporter à la loi sur l'organisation des élections ou bien à la loi qui porte organisation et fonctionnement de la CENI et des réformes qui vont probablement toucher même la Constitution, ça ne peut pas se faire au-delà, en dehors des institutions. Et nous avons dit qu'il faut qu'on reste dans les institutions. Et aujourd'hui, on apprend qu'il y a un leader de l'opposition qui arrive. Un jour après, c'est le forum qui débarque. Bon, est-ce que c'est une pure coïncidence où il y a eu un arrangement, puisque ce forum devait commencer, vous dites? Ou peut-être simple hasard. Non, c'est ce que j'ai dit, ça ne peut pas être une coïncidence simple. Nous sommes politiques, madame, et nous sommes alertes, nous sommes très sensibles à ce qui arrive. Et pendant plusieurs mois, les leaders de l'opposition étaient absents du pays. Ils débarquent un jour et le lendemain, il y a toute une délégation qui arrive et qui vous dit, nous faisons un forum.
Mais ça nous tique. Et nous comprenons qu'il y a un agenda caché. Et nous, au niveau du FCC, nous avons dit niet, nous n'allons pas participer, même si notre partenaire, à un certain moment, semblait être emballé dans la démarche. Mais finalement, il a compris que c'est peut-être ses responsabilités propres que l'on veut négocier au sein de ces forums. Et nous restons à l'écart, nous ne pouvons pas être dans cette démarche. Ça sera aussi votre mot de la fin. Cette émission est complètement finie. Merci à vous qui nous avez suivis. Je vous fixe rendez-vous pour très bientôt. Merci.